Bonjour et bienvenue à l'émission Le Musée m'amuse. Ici Geneviève Claveroy avec vous aujourd'hui. On a vu durant les précédentes émissions que le musée se devait d'assurer ses revenus autonomes afin de pouvoir perdurer au sein de sa communauté. L'un de ces moyens-là, c'est sa boutique souvenir. Tout bon musée se doit d'avoir une boutique. Ici, au musée, on en a une également, mais qui ne se confine pas uniquement aux cartes postales et aux gilets. On a toute une variété de produits et vous allez en découvrir quelques-uns aujourd'hui. Tout d'abord, les catalogues du musée. Au fil des années, le musée a fait plusieurs publications. La première de celles-ci, c'est Pierre qui roule. C'est un catalogue, en fait, qui nous parle des minéraux industriels. La plupart des minéraux que l'on va chercher dans le sol vont servir aux industries. Alors, c'est pour ça qu'on a fait un catalogue comme ça, pour expliquer un peu ce qu'on fait avec ces matériaux-là, mais aussi pour se rendre compte à quel point les minéraux sont omniprésents dans la vie de tous les jours. De la pâte à dents en passant par les montres, en passant par nos automobiles, tout contient des minéraux industriels comme ceci. Alors, c'est le but de ce catalogue-là. Le musée touche également beaucoup à la géologie. Alors, on a fait un catalogue qui s'appelle « Quand la mer se terre », un jeu de mots, l'héritage de Iapetus. Iapetus est un ancien océan qui n'existe plus aujourd'hui. Alors, c'est un catalogue qui parle de l'histoire géologique de la planète, toujours en lien avec les minéraux. Le musée a fait également une autre exposition sur Bertrand Roy. Avec cette exposition-là, on a fait un catalogue qui s'appelle « De pierre et d'âme », qui retrace la vie de ce grand sculpteur, aujourd'hui décédé, qui retrace aussi un bon aperçu des œuvres qu'il a fait au long de sa carrière. L'histoire est également un sujet très important pour le musée. Alors, on a fait un catalogue qui s'appelle « De la pierre à coton à la fibre de chrysotile ». Donc, on comprend que c'est une publication sur l'histoire de la découverte de l'amiante dans la région jusqu'à nos jours. Il faut comprendre qu'au départ, l'amiante s'appelait pierre à coton. En fait, on l'appelait comme ça à cause de l'apparence fibreuse du minéral, qui ressemble beaucoup à du tissu. Un pan de notre histoire important, c'est les déménagements des quartiers. À un certain moment, la mine au centre-ville, prenait beaucoup d'expansion. Les maisons qui se trouvaient tout le tour étaient menacées par la mine en tant que telle, mais aussi par les bombardements que l'on faisait tout le tour. Alors, on a dû déplacer des quartiers. Donc, étant donné que c'est un pan important de notre histoire, il y a une exposition qui a été faite à ce sujet-là et une publication qui a été créée par la suite en lien avec l'exposition. Donc, la publication s'appelle « Villes minées, les grandes mouvances des villes minières ». Le musée a également fait une publication sur l'histoire du hockey. Ça peut paraître drôle de faire un hockey pour un musée minier et minéralogique, mais en fait, c'est qu'à l'époque où les mines étaient très importantes, où il y avait beaucoup de travailleurs dans les mines, chacune des mines avait son équipe de hockey et il y avait des tournois qui se faisaient. Alors, à partir de cette histoire-là, on a retracé l'histoire du hockey dans la région. Il y a même des joueurs locaux qui sont parvenus à la Ligue nationale. Alors, c'est un peu ça qui est raconté dans cette publication-là. La publication s'appelle « Une mine de bons joueurs ». Pour finir, la publication la plus récente du musée, qui date de 2008, 2009 pour la version anglaise, s'appelle « Guide sélectif des minéraux », associé au complexe ophiolitique de Thetford Mines et d'Asbestos. En fait, c'est le complexe ophiolitique. Ça peut paraître un peu compliqué pour quelqu'un qui n'est pas au courant de la géologie, mais un complexe ophiolitique, c'est la formation géologique particulière de la région qui fait qu'on a autant de minéraux que ça ici. Alors, dans ce guide-là, on parle des minéraux qu'on retrouve dans la région. Et ça s'appelle guide sélectif parce qu'il n'a pas la prétention de passer en revue tous les minéraux que l'on retrouve. On a choisi les principaux minéraux. À partir de ce petit guide-là, le guide sélectif, on peut aussi se procurer des collections de minéraux. Donc, c'est vraiment des collections de minéraux qui proviennent de la région ici, des minéraux très spectaculaires pour la plupart. On parle de grenat grossulaire, grenat essonite, thulite,
pyrite. Enfin, pour ceux qui connaissent ça, c'est des minéraux qui sont très, très beaux. Il y a des gens de partout à travers le monde qui viennent ici pour les collectionner. Mais même pour les gens qui ne connaissent pas beaucoup ça, on peut s'apercevoir par la beauté, les belles couleurs, que ce sont vraiment des minéraux qui valent la peine d'en acquérir quelques-uns seulement pour leur beauté ou pour partir sa propre collection. Alors, il y a de petites collections comme celle-ci, de 6 minéraux. Il y en a des un petit peu plus grosses, de 8 minéraux. Différents modèles, mais en fait, c'est toujours les mêmes minéraux de base. Des fois, il y en a un peu plus, un peu moins. Mais ce sont tous, encore une fois, des minéraux que l'on retrouve dans la région. La région s'étend dans la MRC des Appalaches ici, mais on va également jusqu'en Estrie. Le musée fabrique également de grandes collections. Ça fait partie de son mandat. Alors ça, c'est vraiment des collections qui sont chapeautées par le ministère de Publication du Québec. Alors ici, c'est la collection de 40 minéraux du Québec. Alors, il faut comprendre que ce n'est pas juste de la région ici, ça provient vraiment de partout au Québec. Alors, 40 minéraux, c'est beaucoup des collections qui sont utilisées par les écoles pour apprendre aux écoliers à reconnaître les différents types de minéraux, mais également les gens qui veulent débuter une collection, les enfants qui sont très intéressés par les minéraux peuvent se procurer une collection comme celle-ci pour débuter. Évidemment, avec ça vient le nom de chacun des minéraux qui sont associés à un numéro qui est collé sur le minéraux avec la provenance de la pièce. La plupart des gens pensent que roche et minéraux, ce sont deux synonymes, mais ce n'est pas le cas. Minéraux, c'est très précis, et les roches, c'est très précis également. Alors, on a ici la collection des 30 roches du Québec. Alors, c'est le même principe, un boîtier dans lequel il y a des échantillons numérotés. Et chaque numéro réfère à une feuille avec le nom de la pièce, sa provenance également. Alors, les 30 roches du Québec. Quelle est la différence exacte entre une roche et un minéral? C'est comme si la roche était le gâteau et les minéraux, les ingrédients. Donc, une roche contient plusieurs minéraux, alors que le minéraux est composé seulement de lui-même. Parmi les autres choses que le musée fait pour mettre en vente à la boutique, il y a ce qu'on appelle les carottes de forage. Les carottes de forage, c'est en fait des tests que les mineurs font pour vérifier la teneur en minerais avant de faire l'exploitation. Donc, nous, on les récupère et on place dessus différents types de minéraux que l'on retrouve dans la région avec des mineurs, des petits mineurs en étain. Alors, les gens qui viennent visiter le musée l'été rapportent souvent des petits souvenirs comme ça à leur famille. Alors, ça peut être soit sur des carottes de forage comme ceci, ou encore le même type de montage sur une pierre typique de la région. Dans ce cas-ci, c'est une stéatite, plus communément appelée pierre à savon. Toute bonne boutique souvenir se doit d'avoir des objets à l'effigie de son propriétaire. Donc, dans ce cas-ci, on a des porte-clés au nom du musée minéralogique, des porte-clés en étain très résistants. Et le même modèle, on a également des épinglettes au nom du musée minéralogique aussi. Finalement, des objets très utiles, ce sont des porte-cartes au nom du musée, évidemment. Mais à l'endos, on retrouve des images, soit de minéraux, comme ceci, soit des images historiques, ou encore des fossiles. Étant donné que l'un des thèmes principaux du musée sont les pierres, on a la chance de pouvoir toucher à tout ce qui s'appelle bijoux. Alors, mesdames, vous allez être servies, messieurs également, des bons trucs pour votre conjointe une fois le temps des fêtes venu. Alors, le musée recèle vraiment tout un trésor de bijoux et pour tous les prix également. On va évidemment dans les pierres plus fines, comme ce qu'on appelle l'ambre. L'ambre étant de la sève d'arbre pétrifiée. Alors ici, on voit un bijou fait en ambre avec le bracelet qui peut aller avec. Alors, chacune des pièces jaunes que l'on voit, c'est une pierre d'ambre. On peut aller aussi vers les broches. Dans ce cas-ci, c'est une broche de malachite, une pierre qui est très recherchée par les bijoutiers, normalement par la beauté de son verre.
Alors ça, évidemment, c'est des pièces qui sont un peu plus dispendieuses, mais on peut y aller aussi vers des pierres qui sont plus accessibles, comme dans ce cas-ci, la sodalite, un pendentif de sodalite. Ce ne sont évidemment que des exemples. Le musée en a beaucoup plus que ça. Certains artistes de la région également fabriquent des bijoux. Alors, c'est le cas pour cette pierre-ci qui est faite avec de la turkénite par une artiste de la région. Encore une fois, dans la turkénite, vous pouvez voir un autre genre de bijoux que l'on peut faire. Voici un collier, toujours avec turquoise et turkénite. Il y a des bijoux qui sont beaucoup plus accessibles aussi pour les jeunes filles. On peut y aller vers les bagues. Ça, c'est toutes sortes de bagues semi-précieuses. Ou encore, très populaire, de nombreux pendentifs comme ceci. Et les gens aiment bien savoir ce que les pendentifs peuvent apporter. Certaines personnes croient que les pierres peuvent dégager certains pouvoirs, si l'on veut. Donc, chaque pierre a son effet avec le pendentif. Très accessible. On retrouve aussi des bracelets comme ceci, toujours faits avec de la pierre. Alors, il y a ici du nacre de perle. On a aussi du jaspe, onyx, turkénite encore, quartz rose, cornaline. Alors, ce sont toutes des pierres que on ne retrouve pas nécessairement uniquement dans la région, mais que ce sont des pierres qui proviennent de partout à travers le monde, des pierres qui sont bien connues normalement par les gens, par les amateurs de pierres, mais que les gens, si les gens connaissent moins ça, peuvent venir ici avec nous pour apprendre à mieux les connaître. On se trouve actuellement dans la réserve sèche du musée minéralogique et minier. Ce n'est pas un local qui est à même le musée, c'est dans un autre endroit dans la ville de Thetford Mines. Donc, c'est dans ce local-là, en fait, le musée va entreposer des roches et des minéraux. Donc, ce n'est pas des roches et des minéraux qui font partie de la collection en tant que telle du musée minéralogique, mais on s'en sert pour fabriquer des collections. Vous vous rappelez tout à l'heure, quand on était dans la boutique du musée, je vous ai montré des grandes collections rouges, des grandes collections bleues qui servent à la vente, en fait. Donc, c'est ici, dans le local ici, qu'on fabrique ces collections-là. Il y a plusieurs étapes afin d'en arriver à une belle collection. C'est un peu ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Mais tout d'abord, je vais faire une histoire rapide de ces collections-là. C'est qu'il y a de cela plusieurs années, c'est le ministère des Ressources naturelles qui fabriquait les collections. Donc, il les fabriquait, il les vendait et est associé à ça un petit guide d'identification des roches et des minéraux. Mais après un certain temps, le ministère a décidé de remettre ce mandat-là au musée minéralogique de Thetford Mines. Donc, depuis ce temps-là, c'est nous qui les fabriquons, toujours en suivant les indications du ministère, évidemment, pour que le petit guide, qui est toujours produit aujourd'hui, il a été réédité, mais il est toujours produit, pour que ce petit guide-là soit toujours en lien avec les collections. Donc, on a devant nous des roches et des minéraux. Ce n'est pas la même chose. Une roche étant composée de plusieurs minéraux et le minéral étant composé d'un seul minéral, en fait. Donc, c'est ça. On a les deux pièces. Donc, on part avec une grosse pièce, comme par exemple ici. J'ai une très belle veine de chrysotile, amiante chrysotile. On peut y aller aussi avec des pièces comme le fluorite, qui est un minéral aussi. Donc, on part avec des gros morceaux comme ça qu'on va passer dans le concasseur. Le concasseur va réduire ces grosses pièces-là en morceaux plus petits. Des fois, il faut terminer au marteau pour avoir exactement la bonne grosseur parce que ça doit rentrer dans les compartiments. Je vais vous les montrer tout à l'heure. Donc, on casse les grosses pièces, on se retrouve avec des plus petits morceaux. Une fois qu'ils sont à la bonne grosseur, on les classe sur la table ici, sorte par sorte. C'est bien important de ne pas les mélanger parce que ce ne sont pas nécessairement des géologues qui vont fabriquer les collections. Des fois, ça va être des étudiants qui vont venir nous donner un coup de main comme ça. Donc, chaque pièce doit vraiment être identifiée, être dans le bon casier pour pas qu'il y ait de mélange. Donc, une fois qu'on a nos pièces de bonne grandeur, on prend des casiers comme ceci. Ici, c'est un casier à 40 compartiments. J'en ai un de 30 compartiments ici. Et on part. Donc, je prends mon casier de roche
Et je prends une pièce comme ceci que je mets dedans. Évidemment, ça doit être, j'ai le numéro en avant ici, donc c'est le numéro 7, donc je dois le mettre dans le casier numéro 7. Et on continue comme ceci jusqu'à obtenir à la fin un casier qui est rempli de pièces, comme ceci. Une fois que le casier est prêt, on le met dans la boîte de la bonne couleur, soit les boîtes bleues pour les roches, les boîtes rouges pour les minéraux. Le travail n'est pas encore fini à ce moment-là parce que, bon, si je prends cette pièce-ci, admettons que j'ai acheté une collection, je prends cette pièce-ci, je la regarde et je la remets dans un autre compartiment par erreur. Là, à ce moment-là, les pièces se trouvent à être mélangées. Donc, les gens qui fabriquent des collections doivent apposer un numéro, un petit numéro qu'ils vont coller sur la roche. Comme ça, on peut sortir chaque échantillon, les avoir sur une table, faire les expériences avec et finalement, on peut replacer la pièce ensuite dans le bon compartiment. Donc, c'est comme ça que l'on travaille. En plus, pour s'aider davantage, à l'intérieur des couvercles des boîtes, comme ici, par exemple, j'ai les roches. Donc, on a les numéros des roches et le nom des pierres est associé avec l'endroit où on les trouve ordinairement et de quelle famille ils font partie. Comme les roches ici, des roches ignées, il y a les roches sédimentaires, les roches métamorphiques. Donc, c'est un peu pour classer les roches. Les minéraux, on retrouve sensiblement le même tableau. Et ça sert beaucoup, par exemple, pour les écoles. Les écoles vont acheter ces collections-là et ils vont s'en servir pour enseigner les modules sur les roches et les minéraux aux enfants, aux étudiants. Par contre, il n'y a pas seulement que les écoles qui vont les acheter, il y a aussi les géologues amateurs ou les enfants qui aiment beaucoup les roches et les minéraux. C'est un bon départ pour eux. Ils vont apprendre à reconnaître les pièces que l'on retrouve ordinairement au Québec. Mais il faut faire attention, par exemple, minéraux, souvent on associe ce terme-là à cristaux, ce qui n'est pas tout à fait, ce qui est en fait pas du tout la même chose. Donc, les minéraux peuvent être bruts sans avoir de face cristalline. Par contre, l'inverse est aussi vrai. Mais par contre, dans nos collections, on n'a seulement que des pièces brutes pour représenter davantage ce qu'on va vraiment retrouver sur le terrain. On peut trouver des pièces cristallisées sur le terrain, mais comme c'est plus rare, il faut les nettoyer, tout ça. Ce qu'on a dans nos collections, c'est vraiment des pièces brutes comme ce que l'on trouve là, dans la nature pour vrai. Afin de travailler la pierre, le musée dispose de différents outils dont on va faire le tour ensemble. Mais première des choses à dire, c'est que lorsqu'on travaille la pierre, on doit absolument se protéger. Donc, il faut toujours porter des lunettes de sécurité pour protéger les yeux, évidemment. Porter des gants également pour protéger les doigts des petits éclats de pierre qui pourraient se détacher de la pierre. Et dans le cas où on travaille vraiment avec des très grosses machineries, on a des plaques qui protègent carrément le visage, avec un casque avec protecteur d'oreille aussi. Donc, pour la démonstration, vous comprendrez bien que je n'utiliserai pas ces équipements-là parce que les machines ne fonctionneront pas pour vrai. Donc, on a ici un ciseau. Donc, c'est pour, admettons, après que la pierre est passée dans le concasseur, on se retrouve avec des morceaux plus petits, mais qui ne sont pas encore assez petits pour aller dans les collections. Donc, on dépose la pierre entre les ciseaux et par hydraulisme, ça descend, ça concasse la pierre. Donc, c'est de cette façon-là que ça fonctionne. C'est le même principe qu'une fendeuse à bois, sauf que ça fend la pierre. Il peut arriver parfois qu'on veuille aller chercher un morceau plus précis dans la pierre, comme dans le cas ici où on a bornite, calcopyrite et calcite à l'intérieur. Donc, on va aller chercher une pierre plus précise. Donc, à ce moment-là, on utilisera un ciseau comme ceci avec un marteau. Toujours évidemment lunettes de sécurité, masque et gants évidemment. Et là, on peut venir casser la pierre à l'endroit précis où l'on veut. Donc évidemment, la pierre est placée sur une plaque de métal, ce qui fait que le travail peut se faire assez précisément. Alors que de l'autre côté, c'était des outils pour travailler la pierre beaucoup plus brute. On est ici dans la pièce, dans ce qu'on appelle l'atelier de taille. Et dans cet atelier-là, on peut tailler la pierre de façon beaucoup plus précise et on peut aussi la polir. Donc, je vais faire le tour des outils avec vous. Donc, on a tout d'abord ici la scie. Donc, on peut faire des bandes très, très minces de pierre avec cette machine-là. Je vous explique comment ça fonctionne. On soulève tout d'abord le couvercle.
On place la pierre ensuite dans l'étau ici. Ça peut être par exemple une agate que l'on veut trancher en tranches très minces. Donc on place l'agate dans l'étau, on resserre. Une fois que la pierre est bien en place, on démarre le tout. Non, avant de démarrer le tout, on doit fermer le couvercle. Bon, parce que quand on taille la pierre, évidemment, ça fait de la poussière, ça peut faire des éclats qui peuvent être dangereux aussi, mais surtout parce qu'il y a de l'eau dans la machine. Donc, c'est pour protéger des éclats d'eau que l'on ferme le couvercle, comme ceci. Mais pourquoi est-ce qu'on met de l'eau dans la machine? En fait, c'est très simple. C'est que la scie, lorsqu'elle coupe la pierre, la friction qui est créée par cette taille-là va rendre la pierre et la scie très, très chaude. Donc, le fait de tremper la scie dans l'eau, ça le refroidit au fur et à mesure, ce qui limite les chances de faire fondre la scie, par exemple, ou de l'abîmer. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir trancher de très minces tranches de pierre. Après avoir coupé notre pièce, on peut la polir. Polir tous les côtés. Donc, on a différentes meules ici. On a une meule ici avec un papier plus grossier pour faire le premier travail. Et au fur et à mesure que l'on avance dans la meule, le papier va être de plus en plus fin. Ce qui fait qu'on ne peut pas commencer tout de suite avec le papier le plus fin parce que ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut commencer par polir avec un papier grossier pour rendre la pierre un peu plus douce. Et au fur et à mesure, on avance et on rend la pierre de plus en plus douce jusqu'au résultat final, en fait, qui peut satisfaire le lapidaire. Donc, c'est vraiment en avançant, on tient la pierre devant la meule, évidemment, toujours avec des gants, des lunettes de sécurité, et on taille chaque côté de la pierre un par un. Donc, le travail d'un lapidaire peut être très long. Il faut beaucoup de patience pour faire ce travail-là. Après avoir vu les machines qui nous servent à travailler la pierre, nous voici de retour au musée pour voir le résultat des objets qui pourraient être faits avec ces machines-là. Donc, tout d'abord, la première scie qui coupait avec le couvercle dans lequel on mettait de l'eau. Celle-ci, cette pierre-là a été tout simplement coupée. C'est une pierre de sable et elle n'a pas été polie par la suite. Donc, c'est le genre de choses que l'on peut faire. On aurait pu aussi couper la pierre et la polir. Donc, on voit dessous, elle n'est pas polie, elle est seulement coupée, mais sur le dessus, par contre, on voit que c'est beaucoup plus brillant. Celle-ci a été polie après avoir été coupée à l'aide d'une des meules. On aurait pu aussi avoir une agate, tout simplement, qui a été coupée et polie aussi, mais sur un plan plane. Donc, elle n'a pas eu de forme. La même chose ici pour une tranche d'arbre pétrifié, un fossile d'arbre en fait, qui a été coupé et poli par la suite des deux côtés. Ici, j'ai un fossile orthocère. Donc, le fossile orthocère a été coupé puis poli en lui donnant une forme pour faire ressortir le fossile qui est au centre. On voit qu'à l'arrière, par contre, ça n'a pas été poli. On voit que les couleurs sortent moins bien dans ce temps-là. Ça, c'est pour les minéraux bruts. On aurait pu aussi aller tailler des formes beaucoup plus complexes, comme le cas du quartz rose ici, qui est taillé en sphère parfaite. On peut avoir des formes pyramidales aussi, toujours un quartz rose en forme de pyramide. Ou on peut tailler aussi sous forme cristalline. Donc, ce cristal-là n'est pas naturel. Il a été fait à la machine, mais c'est pour rappeler la forme naturelle du cristal de quartz. On peut aussi, après avoir travaillé la pierre, la sertir, c'est-à-dire la monter en bijoux. Dans ce cas-ci, c'est un pendentif. Et on peut aussi faire des bagues. Donc, on voit que ces pierres-là ici on s'est inspiré de la forme originale de la pierre pour la polir et ensuite sertir le bijou. Donc, ça fait une forme irrégulière, mais c'est très joli. On peut faire aussi des sculptures aux formes irrégulières, comme c'est le cas ici de l'Inukshuk en stéatite. La pierre a été coupée, elle a été polie par la suite, mais en lui donnant des formes creuses, toujours avec des meules, pour rappeler un peu la forme naturelle de la pierre. Dernier exemple ici de choses qui ont été faites ou qui auraient pu être faites avec les machines qu'on a vues, une cathédrale d'améthyste, donc qui a été tout simplement coupée de ce sens-là pour aller chercher l'intérieur de la géode, et le dos, lui, est resté naturel. Donc, ça donne quelque chose de très joli.
Une autre façon de travailler la pierre également, que l'on n'a pas dans la salle de taille de pierre, mais qui peut être fait, c'est ce qu'on appelle la baratte. C'est qu'on met tout simplement des pierres de dureté similaire dans un baril qui tourne et avec les pierres, on mélange des sables. Plus le sable est fin, plus le polissage va être précis. Donc, ça donne des pierres comme ceci, qu'on appelle des pierres polies. Donc, c'est des pierres qui ont été placées dans un baril de baratte pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour arriver au résultat de polissage que l'on a ici. Il y a des gens qui peuvent faire le polissage comme ceci aussi, mais à la machine, ce qui est beaucoup plus long également. Alors voilà, c'est le genre de produit que l'on peut faire lorsque l'on travaille la pierre. Donc, ça donne de très, très beaux résultats. Et évidemment, tous ces produits-là, ainsi que plusieurs autres, se trouvent en vente à la boutique du Musée minéralogique. Les gens sont les bienvenus. Vous pouvez venir en tout temps sur les heures d'ouverture. L'accès à la boutique est gratuit. Alors, je vous invite à venir voir les belles choses que l'on fait avec la pierre. Mais sachez aussi on a des livres, pas juste du musée, mais aussi des livres sur les sciences. On a des jeux scientifiques aussi. Évidemment, tous les bijoux, les sculptures, des objets décoratifs. Alors, ce sont toutes des choses que l'on peut se procurer à la boutique à l'année longue, pour le temps des fêtes, à votre choix. C'était Geneviève Claveroy pour l'émission Le Musée m'amuse. Merci.